Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission politique. Pour ce premier numéro de C'est politique, nous avons choisi de traiter la question de la fonction publique territoriale. C'est le dossier politique du moment, car une fois sortie de la crise sanitaire, la majorité de l'Assemblée territoriale a pris à bras le corps le dossier et projette même de le porter jusqu'à Paris lors d'une prochaine mission. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons sur ce plateau deux élus territoriaux, Michael Seo pour la majorité. Bonsoir Monsieur Seo. Vous êtes aussi président de la commission des affaires sociales et vous faites partie de ceux qui discutaient en ce moment avec les syndicats et l'administration supérieure de la faisabilité de cette fonction publique territoriale. Avec nous aussi ce soir David Verger, membre de l'opposition. Bonsoir Monsieur Verger. Vous avez été président de l'Assemblée territoriale de juillet 2017 à décembre 2019 et ce dossier, vous le maîtrisez aussi très bien puisqu'en 2014, année marquée par un mouvement social très dur, vous avez défendu la mesure bas salaire, initié le décroisement entre les agents relevant de l'État et ceux travaillant réellement pour le territoire. Ce dossier ne connaîtra réellement son issue qu'en 2017 avec le transfert de 103 agents vers la fonction publique, laissant du même coup près de 400 agents dans l'arrêté 76. Aujourd'hui, ces agents demandent la création d'une fonction publique territoriale et en filigrane une égalité de traitement avec leurs collègues qui sont rentrés dans le cadre de la loi Sauvadet. Alors, Monsieur Verger, je m'adresse d'abord vers... Messieurs, première question. Depuis quand cette fonction publique est-elle réellement au centre des préoccupations? Aujourd'hui, quelle est la volonté politique? Et je m'adresse d'abord à vous, Monsieur Verger. Je sais que le sujet vous passionne. Que pouvez-vous nous dire sur la genèse de ce dossier? Merci Nangui. D'abord, si vous permettez, je vais présenter quand même les salutations à l'ensemble des autorités de ce territoire, très rapidement, et bien évidemment, aujourd'hui aux téléspectateurs de Wallis et Futuna Première. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale, vous l'avez dit, c'est un vieux serpent de mer, puisque ça fait plus de 20 ans qu'aujourd'hui on travaille sur le sujet, et qu'elle a connu, bien évidemment, il faut le rendre aux syndicats un certain dynamisme grâce à leur combat. Ça n'a pas été, au départ, véritablement une priorité, on va dire, politique, de faire ce décroisement. Peut-être pour des raisons multiples, et avec, je dirais, peut-être des difficultés à l'époque, sur finalement cet aboutissement qui doit devenir la fonction publique territoriale de demain. Donc voilà, je pense que le président pourra en parler aussi bien que moi, mais je pense que c'est un vieux rêve qui est en train tout doucement de, bien évidemment, de grandir et puis j'espère assez rapidement, en tout cas dans les années qui viennent, puisse être mis en fonction. Alors Monsieur Seo, vous êtes depuis quelques semaines déjà en plein dans les discussions avec les syndicats et l'ASRH de la préfecture. Que pouvez-vous nous en dire? Êtes-vous prêt à porter ce dossier vers Paris? Et avec quelle volonté politique aujourd'hui? Merci Lani. D'abord, je m'associe aux salutations diffusées par vos ondes déjà et puis présentées par M. Verger. Et par rapport à ce dossier, c'est vrai que ça fait quand même 20 ans qu'on a ce dossier-là. Maintenant, je ne sais pas si, à plusieurs reprises, je pense qu'il y a eu des tentations pour pouvoir faire aboutir ce dossier-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. Est-ce qu'il fallait des préalables peut-être pour pouvoir entamer comme le décroisement, comme le président M. Verger? Le décroisement, c'est le fruit des actions syndicales pour en arriver là. Parce que il fallait, pour pouvoir créer la fonction publique territoriale, il fallait déjà recenser ceux qui sont payés par l'État et ceux qui sont payés par le territoire, d'où le décroisement. Maintenant, on a les agents on a pu différencier les agents de l'État et du territoire. Donc maintenant, on peut travailler peut-être plus facilement le dossier de la FPT parce qu'on a le nombre des agents qui sont concernés par cette fonction publique. Et la volonté politique, c'est d'intégrer tous ceux qui restent
tous ceux qui n'ont pas été pris dans la loi Sauvadet? Logiquement, c'était pas la volonté au départ. Nous, on est resté sur le fait que le périmètre de la fonction publique territoriale, c'est que pour les agents du territoire. Maintenant, j'entends l'administration, les syndicats qui parlent des oubliés. Ça veut dire que c'est ceux qui n'ont pas été pris par la loi Sauvadet. Des agents de l'État qui font des missions régaliennes, mais qui n'ont pas pu intégrer la fonction publique d'État. Donc, dernièrement, la présidente, avec la majorité, ont pris la décision d'élargir le périmètre de la fonction publique territoriale. Pour ces gens-là, je prends un exemple, les sapeurs-pompiers, qui aujourd'hui, ils sont payés par l'État, c'est la compétence de l'État. Mais à la demande des syndicats, enfin, surtout FO et le préfet, que ces gens-là sont régis par l'AFPT, mais qui seront toujours payés par l'État. Alors, pour revenir un petit peu, je posais la question par rapport à la genèse de ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de volonté politique, ça n'est pas nouveau, puisque des délibérations ont déjà acté cette fonction publique territoriale, mais vous êtes vraiment la première mandature à prendre le problème à bras-le-corps, à essayer de décortiquer le dossier en tout cas, puisque c'est... Là, aujourd'hui, on parle même de mettre en place des statuts et de clarifier le statut de chacun. Après être sorti du décroisement, et d'après ce que je comprends, le décroisement n'a pas été fait en totalité. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut d'abord finir ce décroisement, bien le peaufiner, avant de rentrer dans les statuts juridiques des nouveaux fonctionnaires territoriaux, mais publics? Peut-être si le président permet, parce que j'ai été effectivement dans la mandature avec comme président M. Anissi Pétello, avec qui on a eu l'occasion effectivement de commencer aussi à déblayer ce sujet. Je rappelle simplement que l'épicentre, en dehors de la volonté syndicale, l'épicentre, c'est une grève qui a été assez difficile et qui a donné lieu finalement à un blocage de l'administration supérieure. Un émissaire est venu à la demande des syndicats, c'était le préfet Bell, et qui, au vu de la situation, a proposé, à la surprise de tous, puisque c'était une revendication qui n'était ni demandée par les politiques ni par les syndicats, la fameuse mesure bas salaire. Et donc cette mesure bas salaire, elle est devenue très, je dirais, très centrale parce qu'elle a fait d'abord l'objet d'un combat idéologique au niveau des politiques, puisque beaucoup étaient contre. Je rappelle juste que le budget de 2016, sur les 20 élus, un seul a voté contre le budget puisqu'il n'y avait pas inscrit budgétairement la mesure bas salaire, c'est moi-même. Donc je pense qu'on s'était engagé avec les syndicats, même si, et avec l'État, même si on nous avait trompé sur le montant de cette mesure bas salaire, puisqu'elle était bien plus importante en termes financiers qu'elle avait été annoncée à l'époque par le DRH de l'époque. Néanmoins, comme la mesure bas salaire traînait, l'administration, pour ne pas avoir de vagues, en tout cas de problématiques avec les syndicats, sur 2 années de suite, avait très largement augmenté les salaires de ceux qui devaient bénéficier de la mesure bas salaire. Ce qui fait qu'on était passé en gros à une opération à 60 millions supplémentaires, et in fine, il en restait un peu moins de 15 millions. Donc la vérité, elle était là. Par contre, là où nous avons fait peut-être une erreur stratégique à l'époque, en tout cas pour ceux qui se sont opposés à la mesure bas salaire, c'est que cette mesure bas salaire et la mise en place de cette mesure bas salaire déclenchait le décroisement. Sachant qu'en plus, dans le décroisement, il y avait à peu près 300 millions CFP, je dirais, de charges qui étaient prises au niveau du territoire, alors que c'est l'État qui depuis toujours a dû payer. Donc vous faites la différence, c'est très simple, sur 2 ans, 3 ans, 300 millions moins les 15 millions qui restaient, ben voilà, vous faites x3 sur le différentiel et vous voyez qu'on a perdu un peu plus de 500 millions à avoir une idéologie politique. C'est pour ça que quand j'ai eu l'honneur de devenir président, dès 2017, un des premiers sujets, c'était rapidement de mettre bien sûr cette mesure bas salaire en place, puisqu'elle ne représentait quasiment plus rien, mais surtout de faire pouvoir bénéficier des 300 millions de l'État qu'il nous devait depuis quasiment 40 ans.
Alors, comme disait le président, moi je suis un petit peu réticent parce que d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu des oubliés du Sauvadet. Tout simplement parce que l'Assemblée territoriale, dès le départ, a été écartée de toute discussion. Et donc vous avez des agents au niveau du DSPT, un certain nombre d'agents qui font des fonctions régaliennes, hein, des communications extérieures, qui est la compétence. Vous avez des gens aussi au niveau de certains services qui aujourd'hui ont été oubliés dans le Sauvadet. Et puis, effectivement, comme le disait le président, il y a des gens comme les pompiers, ils sont aujourd'hui de la compétence unique du... Bien évidemment, le statut de 61 est suffisamment clair pour dire que c'est l'État qui doit les prendre en charge. Et ils devaient rentrer dans un fameux quasi-statut qu'on n'a jamais vu. Et donc aujourd'hui, alors je ne sais pas quelle est la volonté des syndicats, mais je pense que politiquement, il ferait encore une erreur de reprendre dans la fonction publique territoriale des gens qui seraient payés par l'État. Mais justement, quand on parle de ces statuts, on voit bien qu'il faut clarifier ces statuts. Et justement, est-ce que cette fonction publique territoriale va amener des nouveaux... Enfin, on va devoir réviser les statuts de chaque corps de métier, ce qui nous amène directement à notre thème 2. Quel cadre juridique, quelle fonction publique nous voulons pour cette fonction publique territoriale ? De notre éclairage sur cette fonction publique territoriale. Alors, nous parlons de quel cadre juridique, une fois sorti de l'arrêté 76, à quoi devraient s'attendre les futurs fonctionnaires territoriaux. Monsieur Séo, les services juridiques de l'Assemblée territoriale ainsi que ceux de la préfecture sont en train de rédiger ces nouveaux statuts. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà quelque chose? Est-ce qu'ils sont prêts déjà? Est-ce qu'ils sont déjà en grande partie rédigés? Oui, merci Lagny. Par rapport à ça, les travaux ont bien avancé, dans le sens que aujourd'hui, on a terminé le titre 2, titre 1. Tout ce qui est juridique, on a peut-être qu'on va le voter en novembre. C'est juste la partie financière qui reste à travailler. Et je m'excuse parce qu'il me semble que je n'ai pas répondu à votre question de tout à l'heure, si je peux revenir dessus. Aujourd'hui, la volonté politique aujourd'hui, c'est de faire aboutir ce dossier-là. S'il y aura la mission à Paris, c'est le dossier qu'on portera et négocier là-bas à Paris. Mais d'ores et déjà, faire aboutir, c'est-à-dire, est-ce que dans la rédaction de ces différents statuts, est-ce que les syndicats sont partie prenante de la rédaction de ces statuts juridiques? Je veux dire, combien de corps de métier est-ce que vous avez pu identifier pour cette nouvelle fonction publique territoriale? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, parce que pour différencier les corps des métiers, c'est la partie financière. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est cadre juridique qui est prêt à voter. Et les syndicats, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour ça, parce que dernièrement, il y a eu la commission supérieure de la fonction publique territoriale. Tout le monde était présent et chacun a amené ses modifications par rapport parce que, si vous voulez, le cadre juridique de la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna, Aujourd'hui, est-ce que ce cadre juridique vous permet déjà d'identifier le nombre de personnes concernées? Aujourd'hui, on a le nombre, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, le décroisement a été fait, et aujourd'hui, ce qu'on appelle les oubliés, c'est chose que j'aime pas entendre ce mot-là, qui est des oubliés. Mais bon, ils sont là. Aujourd'hui, on a 300 et quelques
salariés qui seront concernés par la FPT. Et là, concrètement, si vous portez le dossier à Paris, quel est le contenu de ce dossier? Qu'est-ce que vous allez défendre aux différents ministères à Paris? Pour la partie juridique, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est ici que ça se fait. Il n'y a pas de problème. On a juste rajouté quelques spécificités de Wallis et Futuna. Après, le reste, c'est le cadre juridique national de la FPT. Vous vous inspirez oui, de ce qui se fait déjà ailleurs, de ce qui se fait déjà ailleurs. Le plus difficile aujourd'hui, c'est le financement de cette FPT, de la fonction publique territoriale, puisque aujourd'hui, on n'a pas les sources de financement qu'il faut. C'est peut-être la partie plus difficile à négocier à Paris. Alors, M. Verger, lorsque nous nous sommes entrevus déjà en amont, à propos de ce dossier, vous parlez d'un certain nombre d'avantages qu'offrait l'arrêté 76. Est-ce qu'il faut craindre certaines choses? Est-ce que nos fonctionnaires territoriaux devraient avoir des craintes par rapport à ce nouveau statut pour cette nouvelle fonction publique? Écoutez, nous, ce qu'on attend, enfin moi en position en tout cas, pour l'instant, j'attends d'avoir le retour en fait finalement de ces ajustements qui doivent être faits et qui doivent nous être proposés, je pense, à l'ensemble des élus avant novembre, bien avant novembre, puisque je pense qu'il y aura une grande discussion, quelles que soient nos étiquettes politiques, sur un dossier aussi important, parce que vous parlez tout à l'heure de volonté politique. Aujourd'hui, le sujet, il n'y a plus de sujet. Il doit y avoir demain une fonction publique territoriale. C'est un outil indispensable pour aujourd'hui dans une société, en tout cas dans un territoire qui est en train de se structurer. Il faut un outil compétitif. Donc oui. Pour l'arrêté 67, comme vous le dites, c'était un hybride entre alors l'avantage et le désavantage d'ailleurs des agents, puisqu'ils n'étaient pas fonctionnaires, mais en même temps, ils avaient quelques avantages de fonctionnaires. Donc je suis rassuré que le président dise que d'abord le grand cadre, c'est d'abord une fonction publique territoriale qui soit à l'identique d'autres fonctions publiques territoriales. C'était d'ailleurs, puisque les syndicats avaient demandé des ponts entre les fonctions publiques, c'était une évidence. On ne pouvait pas faire quelque chose de complètement atypique, même si j'ai entendu que quelques spécificités sont rentrées dans le statut. Donc j'attends avec impatience le cadre juridique définitif. Donc oui, il faut amener rapidement cette discussion, mais comme le président le disait, même si c'est important, parce que ça va conditionner les 50 prochaines années ceux qui sont aujourd'hui, qui vont rentrer dans une fonction publique territoriale, puisque j'imagine qu'il va y avoir une option pour ceux qui ont envie de rentrer, ceux qui n'ont pas envie de rentrer. Mais pour les futures générations, c'est très important, puisque c'est ce qui va régir la totalité de leur vie de fonctionnaire à venir. Mais le problème, évidemment, c'est central, quoi qu'on puisse dire, c'est les finances. Et ça, par contre, c'est un sujet qui, je vois, est suffisamment lourd, puisque les estimations hautes, c'est plus de 2 milliards supplémentaires. Donc ça, par contre, il va falloir effectivement sérieusement discuter, non seulement avec l'État, mais aussi ici, parce qu'il y a des changements profonds qui doivent être opérés, parce qu'on ne pourra pas trouver 2 milliards en faisant des économies. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de créer des ponts avec les autres fonctions publiques territoriales, ça veut dire qu'il y a une case mobilité à intégrer. Est-ce que cette mobilité, justement, aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être effective? Est-ce qu'on peut, justement... La question aujourd'hui se pose quand on voit l'encadrement des services territoriaux. On voit beaucoup de services territoriaux dirigés par des cadres locaux. Est-ce que cette mobilité va dans ce sens-là? Est-ce qu'on va continuer à avoir de l'encadrement local, ou maintenant il faudra aussi voir revenir des expatriés sur ces postes-là? Je pose une question. Est-ce que l'arrêté 76, justement, c'était pas aussi ça la spécificité? Oui. Normalement, dans l'arrêté 76, il n'y a pas cette mobilité. Il n'y a pas les passerelles.
peut-être c'est un avantage. Sinon, aujourd'hui, tout le monde, c'est une loi. C'est une loi qui, depuis 2012, qui demande à ce que tous les salariés, que ce soit de l'État ou du territoire, soient traités de la même façon. Donc, d'où les 3 fonctions publiques existantes dans la France métropolitaine, et dans les collectivités aussi. Hein. Il y a la fonction publique territoriale, il y a la fonction publique État et la fonction publique hospitalière. Et donc la passerelle, c'est entre ces 3 fonctions publiques, hospitalier, État et territoire. Là, aujourd'hui, vous parlez de... C'est vrai, on était un peu réticent par rapport à la mobilité, parce que il y a la protection de l'emploi local qui se joue là. Mais on est obligé. On peut pas dire non à cette mobilité, puisque c'est partout ailleurs. Il fait partie de cette fonction publique territoriale. Normalement, tu as la possibilité de partir d'ici en Calédonie et vice-versa, ou en métropole. Ça, c'est la mobilité. Alors, qui était réticent? Est-ce que c'est les syndicats? Est-ce que c'est les politiques? C'était plutôt les politiques. Sinon, les syndicats, ils étaient d'accord. C'était nous, les politiques, qui étaient un peu pas d'accord par rapport à ça. Mais en fin de compte, on a dit oui. Alors, monsieur Seo, je voudrais juste vous reposer la question. Alors... c'est votre première mandature, mais je sais que ce dossier, vous l'avez suivi et vous l'avez à cœur, parce que en tant que syndicaliste, vous l'avez aussi défendu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce dossier est aussi important pour nos agents? Est-ce que ce dossier est encore plus important depuis la loi Sauvadet? Effectivement. Depuis la loi Sauvadet, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la loi de 2012 hein, qui dit que tout le monde doit être traité de la même façon. D'où la création d'abord le décroisement déjà pour savoir qui est de l'État et qui est du territoire. Après, créer la fonction publique territoriale pour pallier aux indifférents d'aujourd'hui, des salariés de l'État et ceux du territoire. Parce qu'aujourd'hui, ce que les agents du territoire reprochent aux agents de l'État, c'est qu'ils sont bien payés, ceux de l'État, que ceux du territoire, alors qu'ils font le même boulot. C'est une injustice, là. C'est peut-être, moi j'appelle toujours ça une injustice légale. Hein. C'est la faute à personne. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit travailler la FPT et faire aboutir ce dossier-là pour que tout le monde soit traité de la même façon. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être aussi vous heurter à certaines particularités, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les agents du service des postes et télécommunications, aujourd'hui, ils n'ont plus de ministère de tutelle, puisque partout ailleurs, ce sont des offices de poste et télécommunications. Or, les télécoms restent encore des compétences d'État. Or, aujourd'hui, on a encore des agents du SPT qui sont toujours dans le giron du territoire, alors qu'ils sont reconnus comme exerçant une fonction régalienne de l'État, comme la télécommunication. Comment est-ce que vous allez aborder... déjà, comment est-ce que vous avez suivi le dossier jusque-là? Parce que c'est quand même assez compliqué. Le SPT reste quand même un des gros pourvoyeurs budgétaires de notre territoire. Soit, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à les faire évoluer vers un statut d'office des postes, ou on les garde comme des fonctionnaires territoriaux? Si je peux me permettre, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans votre propre question, Lani. Tout à l'heure, le président disait c'est la faute à personne, effectivement, cette situation. Quelque part, c'est la faute du statut. Puisque le statut fait
représentant de l'État, le chef du territoire. Et c'est là où il y a un souci. Si depuis hier, il y avait eu un bâtiment avec des fonctionnaires État, détachés complètement, je dirais la force exécutive territoriale, ce sujet-là ne serait pas aussi dur, comme dit le président. Il est dur, pourquoi? Parce qu'on se retrouve des fois, dans un même bureau, avoir 2 collaboratrices, et il ne faut pas aller plus loin que le bureau de monsieur le préfet, où on a une secrétaire territoriale et une secrétaire État. Vous imaginez quand la secrétaire État, elle est en vacances ou malade. Comment on explique à celle qui est payée au tarif administratif territorial qu'elle doit faire le boulot de celle qui n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'il y a ces injustices criantes et on ne peut que comprendre que les syndicats réclament cet ajustement. Ça, c'est une chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelle fonction publique territoriale il faut, puisqu'effectivement le financement, il est central. Vous le disiez tout à l'heure, même si ça fait mal de l'entendre, mais il y a eu quand même des oubliés du décroisement. Vous parliez de ces agents du SPT, qui aujourd'hui sont dans une situation où l'État nous verse la moitié de leur salaire chaque année, après avoir longuement demandé qu'ils soient entièrement étatisés, et aussi évidemment qu'il y ait au moins un lien, en tout cas juridique, pour pérenniser ce reversement, ce qui n'existe toujours pas, puisque la DGOM n'a toujours pas donné finalement le document qui contractualise ce versement au titre de son obligation de prendre au moins la moitié des salaires. Donc l'État aussi est dans cette dynamique un peu attentiste. Je pense que la fonction publique territoriale qui va être mise en place, on parlait tout à l'heure des pompiers, mais d'autres, permettra aussi de remettre un peu quand même une couche. En tout cas, je pense que c'est l'occasion. J'espère que la présidente, le président, M. Seo, qui se permettront de ressortir quand même ces quelques oubliés. Parce qu'il ne serait pas normal qu'on les remette encore une fois dans la fonction publique territoriale. Ils méritent d'avoir le statut dans lequel ils travaillent. Ça, c'est un droit. Et c'est aussi une obligation pour nous, puisque ce sont des deniers publics que nous payons et que nous faisons payer globalement la population de Wallis-et-Futuna au titre d'un exercice qui doit être payé par l'État. Donc voilà, ça c'est très important à le dire. Donc oui, je pense que ce qui va se passer, c'est que automatiquement, il y a tous les cas où il n'y a pas de discussion, ce sera assez rapide de les mettre effectivement dans une nouvelle grille avec des avantages et bien évidemment des obligations. Et puis il va y avoir ce borderline où ces gens-là, il va falloir bien leur trouver quelque chose. Et je pense que là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, peut-être comme l'a dit le président, d'y aller avant la loi de finances sur Paris, parce qu'après la loi de finances, c'est terminé. Ensuite, on est dans une nouvelle ère présidentielle. Donc, on verra. Donc, voilà, d'y aller et de pouvoir bénéficier, effectivement, je dirais, de la sécurisation de ces agents qui puissent, à un moment ou à un autre, être recueillis dans les ministères. Vous disiez que le SPT n'a pas de ministère de rattachement. Je suis désolé, mais la convention qui lie Orange, l'État et puis le territoire est directement liée au ministère des Finances. Donc il y a bien un rattachement à un moment ou à un autre dans un ministère. Sauf que on ne veut pas trop le dire. Mais en fait, ils sont là, ils sont rattachés là. Donc, je pense que c'est important de revenir aux fondamentaux et de relancer sans pouvoir faire perdre du temps, nous, à la mise en place de la fonction publique territoriale, bien évidemment. Mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même traiter les sujets à fond et que l'État aille jusqu'à fond dans sa démarche pour pouvoir mettre les choses au clair. Ça tombe bien que vous parliez de ministère des Finances, puisque nous allons parler de la question qui accroche toutes les lèvres aujourd'hui, c'est combien ça coûte. Voilà, comment on va budgétiser tout ça. Alors tout d'abord, avant d'entamer notre discussion sur la question budgétaire, je vais vous proposer la lecture de ce document que nous avons réussi à nous procurer au sein de la SRH sur le coût global de cette FPT. Alors il y a plusieurs simulations. D'abord vous allez voir afficher le chiffre 345, je pense que c'est le chiffre dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Seo. L'estimation aujourd'hui, c'est le chiffre
Bon, c'est encore un document de travail, rien n'est encore arrêté officiellement, mais on parle de 345 agents et avec une simulation sur plusieurs index, sur plusieurs indexations, mais celle qui nous intéresse, c'est bien sûr le 2,05, puisque c'est l'indexation qui est en vigueur pour les services publics d'État, et c'est aussi je pense que derrière, quand on disait tout à l'heure, c'est d'autant plus d'actualité depuis qu'il y a la loi Sauvadet. Je pense que les fonctionnaires publics territoriaux visent cette indexation-là. Alors on parle de 2,6 milliards de budget, c'est-à-dire 1,2 milliard de plus que ce qui est aujourd'hui consacré au salaire de la fonction territoriale. Alors comment est-ce que on va trouver cet argent et vers qui pouvons-nous nous tourner aujourd'hui pour ce financement? Est-ce qu'on va redemander aux gens, à la population, de sortir de leur poche, ou est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion? Merci Langui par rapport à cette question. Là on arrive au sujet qui fâche. Hein. Par rapport à à toutes ces estimations-là, on avait demandé à ce qu'il nous fasse une estimation sur l'index de correction à 2,05, à 1,7 et à 4. Voilà. Ça, c'est les index de correction existants sur le territoire. Et par rapport à ça, pour les 345 déjà, s'ils sont indexés à 2,05, c'est 1 milliard de plus. À 1,7, c'est 700 et quelques, 700 millions. Vous avez raison, aujourd'hui, on n'a pas les fonds pour tout ça. Donc, nous, à l'Assemblée, on va essayer de faire passer un vœu lors de la session extra pour demander à l'État de prendre la totalité du coût financier de cette FPT et nous laisser le temps, je veux dire sur 10 ans, qui nous accompagnent sur 10 ans, parce qu'ils sont d'accord pour nous accompagner financièrement, mais pas pour la totalité. Mais c'est notre position politique qu'on demande à l'État de prendre la totalité de ces 1 milliard ou 700 millions. Et pourquoi 10 ans? Vous parlez d'une période de 10 ans. Pour nous laisser le temps de réfléchir sur des pistes de financement pour pouvoir prendre la relève après. Parce que là, aujourd'hui, si on veut mettre en place tout de suite, dans l'immédiat, la fonction publique territoriale, il faut financer. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour pouvoir financer la FPT. Donc, notre position politique, c'est de demander à l'État s'il peut nous accompagner sur 10 ans déjà, prendre la totalité sur 10 ans, et puis que nous, en réfléchissant sur des pistes de financement, parce que c'est bien d'en parler, parce que le président David Verger, il est là quand il était président, il a demandé d'avoir une étude sur le modèle économique du territoire. Chose ils sont en train de faire l'étude. Hein. Normalement, on aura les résultats d'ici novembre. Et par rapport à ça, ils ont greffé le financement de la FPT sur cette étude-là. Alors que normalement, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, ils ont demandé à l'AFD de nous faire aussi l'étude sur des pistes de financement pour la FPT. Donc on y est. Sauf qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Ce n'est qu'en novembre qu'ils vont rendre les travaux par rapport à cette étude-là.
Et pour mettre en place tous ces pistes de financement, c'est pas demain, c'est pas demain. Il nous faut du temps pour pouvoir déjà. Alors, je voulais juste, quand on parle de pistes de financement, là déjà, est-ce qu'on peut déjà prononcer un mot sur ce financement, sur ces pistes de... Est-ce qu'on parle clairement de fiscalité aujourd'hui? Merci Langui, je vais vous répondre par rapport à ça. Lors de notre mission à Paris, à Tahiti, pour vous rencontrer le président, il y avait le sujet de l'AFPT. Le président, il nous a dit carrément, il ne voit pas de fonction publique sans fiscalité, sans impôt. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on va y arriver. Alors, M. Verger, votre avis sur la question, sur cet accompagnement qui est souhaité par la majorité actuelle et aussi certains syndicats? Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas de sujet opposition majorité là-dessus. Je pense que depuis quasiment 5 ans, on a quasiment tous voté, quasiment à tous, qu'à part quelques délibérations, la totalité a vain les avancées de l'Assemblée territoriale. Donc, moi, peut-être, excusez-moi, je vais peut-être être plus noir, peut-être plus... et je ne veux pas être décevant, bien évidemment, dans l'analyse, mais je pense qu'on n'y échappera pas. La fiscalité va arriver. Donc, elle va s'appliquer, bien évidemment. Alors après, à quel taux? Ça c'est autre chose, puisqu'après, il y aura une grille de fiscalité. Mais de toute façon, elle va s'appliquer si la fonction publique territoriale est mise en place avec une indexation. Ce n'est pas la fonction publique territoriale qui va amener, comment ça s'appelle, bien évidemment, la fiscalité, mais c'est l'indexation qui pourrait être appliquée sur les grilles de cette nouvelle, je dirais, fonction publique territoriale de Wallis et Futuna. Non seulement on va avoir de l'impôt sur les sociétés et bien évidemment sur les personnes physiques, puisqu'il y a l'égalité devant l'emploi, ça c'est une évidence, mais on le voit bien dans le contexte actuel. L'État est surendetté avec la Covid. D'ailleurs, je crois que on a déjà de Bercy les messages de dire que tout payer aujourd'hui en termes de Covid, c'est terminé. On va commencer à serrer sérieusement, bien évidemment, les robinets. Il ne faut pas être dupe, on nous avait déjà proposé à l'époque une baisse de l'indexation à Wallis et Futuna. L'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec un tiroir. Ça devrait être à 2,05. Il va un effet mécanique, et pas dans cette mandature, puisque ça ne pourra intervenir que dans la deuxième mandature si le président Macron repasse. Ils vont baisser à 1,80 ou 1,70 ou 1,85 la totalité de l'indexation à Wallis et Futuna. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Aujourd'hui, Wallis et Futuna, et on le voit, quand on fait nos courses à Wallis et quand on fait nos courses en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la même indexation. Et pourtant, globalement, la Calédonie est plus chère aujourd'hui. Mais est-ce que ce thème n'est pas plutôt général pour l'outre-mer? Bien évidemment, mais je pense que nous allons, par le fait de la fonction publique territoriale, être le bon prétexte pour être les premiers à commencer, comme par hasard, les plus petits, en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien évidemment, mais on va faire les frais de ça. Donc d'un côté, il va y avoir bien évidemment une baisse de l'indexation. Pour moi, je vois bien le gouvernement y aller dans cette direction-là, que ça coûte moins cher à l'État, et le reliquat, enfin en tout cas le différentiel entre les deux indexations, va nous dire voilà notre aide. Et à nous ensuite, derrière, de voir à quel pourcentage, nous, on devra bien évidemment prélever. Alors prélever sur les fonctionnaires territoriaux, mais aussi cet impôt va se faire sur les fonctionnaires État. Donc, on devrait retrouver, je pense, quelque part, une somme sympathique. Bon, néanmoins, ce que nous n'avons pas encore calculé, et nous sommes très peu de salariés, très peu d'entreprises. Il y a un coût de l'impôt. Est-ce que demain, le fait de faire la mise en place de cet hôtel des impôts avec le coût que ça peut poser, est-ce que cet impôt vaut le coup? Parce qu'un impôt, il est rentable quand il est facile à prélever, facile à contrôler, et surtout qu'il rapporte gros. Et en l'occurrence, l'impôt sur les revenus et sur les sociétés, c'est quand même, on le voit partout ailleurs, je dirais des dispositifs globaux qui méritent quand même une technicité et un outil fiscal qui est quand même assez lourd. Donc il faut aussi faire cette étude. Comme disait le président CEO,
l'Agence française de développement, l'AFD, on a tous voté pour qu'elle puisse venir voir le modèle économique dans lequel on est. Pour savoir s'il y a des marges véritables aussi de fiscalité. Avant de vous laisser développer, puisque vous êtes déjà bien lancé, je propose juste qu'on passe à notre thème suivant, qui est justement la fiscalité, puisqu'on vient de répondre à la question qui paye. Donc pour l'instant, les pistes ont été jetées, on envisage de voir du côté de l'État, mais à terme, il faudra imaginer une fiscalité. Je veux dire, mais quand on parle de fiscalité, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, on parle aussi d'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous prévoyez aussi une TVA? C'est la question qu'on va aborder dans le thème suivant. Alors, avant de vous laisser développer sur ce thème, nous sommes allés à la rencontre d'un ancien président de l'Assemblée territoriale que vous connaissez très bien, M. Verger, M. Petelhoan ici, qui est encore passionné par ce dossier, même s'il est sorti de l'Assemblée territoriale, et qui nous témoigne un petit peu de son vécu, des quelques souvenirs qu'il a de ce dossier. On l'écoute, nous l'avons vu en début de semaine dernière. L'Assemblée territoriale y a pensé déjà, notamment en 2014. Nous avons, par une mission, revenant de métropole, nous sommes arrêtés en Nouvelle-Calédonie, parce que nous voulions voir avec la Calédonie comment fonctionnait l'impôt sur le revenu. Nous avons rencontré les services fiscaux de la Calédonie et nous avons vu avec eux comment on pouvait le mettre en place à Wallis-et-Futuna. Il s'avère que lorsque nous avons donné ce qui, ils nous avaient posé la question pour savoir combien de personnes travaillaient à Wallis. Nous avons donné le nombre à peu près de 2000 employés, 2000 travailleurs à Wallis. Les services fiscaux ont aussitôt dit qu'il était difficile de mettre en place ce fameux service parce que c'est un service qui revient cher. Donc tous les financements qu'on pouvait récolter par rapport aux impôts allaient être utilisés pour le fonctionnement du service. Donc il n'y avait pas de bénéfice particulier qui pouvait en ressortir de ce dispositif. Je ne vois pas d'autre solution si on n'a pas le financement au niveau du territoire. Il faut regarder dans la direction de l'État. Mais la direction de l'État, en sachant très bien qu'on parle de fonction publique territoriale. Et donc c'est au territoire de le financer. Maintenant, si on peut arriver à négocier avec l'État pour que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'État et les futurs fonctionnaires territoriaux, c'est quelque chose qui peut marcher, quoi. Alors je pense qu'il a abondé un peu aussi dans votre sens. Je pense l'analyse qui était déjà faite en 2014 est encore d'actualité. Mais est-ce qu'il est envisageable qu'en plus des taxes existantes, avec la cherté de la vie qu'on connaît, est-ce qu'on peut encore demander un effort aux rares salariés, aux quelques salariés de Wallis-et-Futuna sur un effort financier? Je vais dire, si nous décidons de faire la fonction publique territoriale, quel que soit le niveau de l'aide de l'État, et quel que soit le mécanisme pour lequel ils trouveront les fonds, c'est-à-dire soit en baissant quelque part, en nous enlevant de la poche ce qu'ils vont nous remettre enlever la poche gauche pour mettre dans la poche droite. En gros, c'est un peu ça. Personne ne pourra échapper à l'impôt. À partir du moment où vous avez un salaire, bien évidemment. Là où je rejoins le président Anissi, puisque j'étais son président de la commission des finances de l'époque, c'est qu'effectivement, on le sait bien, tous les salariés ne sont pas imposés. Il faut un certain nombre, un certain revenu minimum pour être imposé. Ensuite, il y a un quotient familial. Bon, il est de moins en moins important à Wallis-et-Futuna, puisque les familles nombreuses disparaissent. Néanmoins, tout ça fait que, finalement, au bout,
vous vous retrouvez avec un panier réel d'imposition qui n'est pas aussi important qu'on pourrait le penser. Et c'est pour ça que nous avions tous demandé, l'Assemblée, tous les élus, cette étude de l'Agence française de développement pour savoir aussi, dans le cadre de nos propres stratégies, parce que nous voulons faire l'agriculture, nous voulons faire un peu de tourisme, développer, en tout cas de façon harmonieuse, etc. Il fallait bien regarder de façon critique notre système économique. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il est basé uniquement sur la taxation du porc, qui est très injuste, puisque globalement, que vous touchiez 1 million CFP par mois ou rien du tout, globalement, le prix du paquet de riz, il est le même pour tout le monde. Et donc, c'est l'impôt le plus injuste qu'on puisse trouver à Wallis-et-Futuna. Donc, tout ça, comme vous le dites, avec la TVA, etc., tout ça sont des pistes qu'il faut remettre en place pour pouvoir permettre de développer, en tout cas, de protéger les plus faibles et de prendre un peu plus sur ceux qui ont les moyens de prendre. Et ça, malgré tout, qu'on puisse le dire ou pas, il faudra le faire avec la fonction publique territoriale si elle est indexée. Et ça, pour moi, ce n'est même plus une question, c'est maintenant comment on le fait. Alors, M. Serrault, votre avis sur la question, puisque est-ce que vous en avez peur de cette fiscalité ou non, ou au contraire, vous voulez vous emparer du dossier et commencer à le travailler dès aujourd'hui? Merci, il faut bien qu'un jour ou l'autre, hein, il faut en discuter, il faut affronter ce problème-là, parce que pour moi c'est un problème. Hein. Mais je pense qu'avec un peu plus de bonne volonté, d'explication, je pense que les gens ils vont comprendre. Parce que dès qu'on parle de fiscalité aujourd'hui sur le territoire, mais tu es traité de tous les noms. Mais je pense qu'il ne faut pas... parce que tout le monde est contre toi ou tu risques ton poste d'élu en parlant de fiscalité, il ne faut pas reculer. Il faut au contraire en parler, en discuter. Parce que aujourd'hui, on a déjà la fiscalité indirecte. Oui. On fonctionne déjà, les caisses du territoire sont remplies par la fiscalité indirecte. Mais est-ce qu'une fiscalité, est-ce qu'un impôt direct veut dire aussi allègement de l'impôt indirect? C'est pour ça que moi, je préfère qu'on attende les résultats de l'étude économique de l'AFD pour pouvoir bien travailler dessus. Est-ce que justement, il faut pas, l'accompagnement de l'État, est-ce qu'il ne serait pas aussi sur vous ouvrir une fenêtre pour avoir une phase de transition pour pouvoir alléger les taxes qui aujourd'hui, on le sait, sont très lourdes, et pouvoir installer une fiscalité petit à petit pour justement pour que la pilule passe mieux finalement au niveau de la population? Oui, je pense. C'est pour ça que nous, les élus, on a proposé à ce que l'État il prend en charge la totalité du coût financier pour nous laisser le temps de bien réfléchir sur la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà la fiscalité indirecte, mais il ne faut pas oublier qu'on a déjà la fiscalité directe aujourd'hui. Vous avez les patentes, la contribution à la CCIMA de 30%, il y a la TSSA, il y a déjà une petite partie de la fiscalité directe. Tout à l'heure, on a parlé de l'impôt sur revenu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'impôt sur revenu, il y a d'autres pistes, hein, mais je préfère que pour mettre en place la fonction publique territoriale, que l'État nous aide par rapport à ça. L'accompagnement, parce qu'ils sont d'accord pour l'accompagnement, mais d'une partie, pas la totalité. Donc nous, on se positionne par rapport à ça, qui prend en charge la totalité et nous laisser le temps. Moi, je parle toujours de 10 ans. C'est pour nous laisser le temps de bien réfléchir sur les pistes ou les taxes qui sont bien
adaptées sur le territoire. Et quand on parle de fiscalité, est-ce qu'on peut aussi parler d'avantages, dans les avantages, dans les points positifs de cette fiscalité, c'est-à-dire c'est aussi un préalable à un vrai développement économique, puisqu'aujourd'hui notre appareil économique est repose entièrement sur l'apport des salaires versés par l'État. Est-ce que cette fiscalité peut être un préalable à un décollage économique au niveau du privé? Je pense que là, juste pour rebondir un peu sur le président, et moi je serai le premier à soutenir la démarche, en tout cas de cet accompagnement. Mais néanmoins, je ne pense pas que l'État s'engagera à nous accompagner s'il n'a pas non plus déjà, de notre part, un plan progressif d'engagement du territoire. Je pense que si on va le voir et puis qu'on lui dit, écoutez, laissez-nous 10 ans pour réfléchir, il va nous dire non. Je pense, hein. En tout cas, s'il ne le faisait pas, j'en féliciterai tous les élus d'avoir soutenu cette proposition et que finalement ça passe. Donc je ne suis pas aux négociations, mais en ayant été président de 3 ans, j'ai très très bien vu quand même où on voulait en venir l'État. Donc je pense que ce que va nous demander l'État, veut dire oui, nous allons vous soutenir, je pense que le président a raison. Oui, nous allons peut-être faire ça progressivement, avec un rééquilibrage au fur et à mesure, et une présence peut-être plus forte du territoire au fur et à mesure dans sa fonction publique territoriale. C'est pas celle de l'État, on leur dit encore. Le président Anissi le disait tout à l'heure, et donc c'est ça qui, à mon avis, est important. Vous disiez, oui, est-ce que ça peut être un levier économique? Évidemment, si l'impôt relevé est supérieur au coût final de la fonction publique territoriale. Parce que si c'est pour faire un impôt uniquement pour financer la FPT, il n'y aura pas de levier quoi qu'il en soit. Je dirais simplement aussi, en plus, là, c'est là où moi j'ai une crainte et qu'il va falloir travailler, c'est la distorsion entre le monde privé et le monde public. Mmh. Parce que quand on va avoir une femme de ménage à l'administration qui sera payée à 2,05, comment fait-on une entreprise pour avoir une femme de ménage qui va travailler 2,05 fois moins? Et puis il y a un effet aussi mécanique d'inflation. Bien il évidemment. Faut que dès que les masses salariales augmentent, automatiquement, l'inflation. Surtout si derrière, en plus, il y aura un double effet cliqué, parce qu'il y aura aussi l'impôt sur les sociétés qui va monter en charge. Et la société va faire payer à son client, de façon directe ou indirecte. Bien évidemment, cette imposition ne va pas le prendre sur son bénéfice, ou une partie peut-être, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, l'effet mécanique va le faire. Donc c'est pour ça que je pense que l'État va faire... C'est pour ça que je suis assez convaincu que l'État veut baisser l'indexation, justement pour essayer de juguler cet effet d'aubaine, quelque part, d'inflation qui se fait de façon mécanique sans que, pour autant, les uns et les autres gagnent de l'argent. Il n'y a pas un qui en profite plus que l'autre, mais quand vous avez des charges supplémentaires, vous les répercutez. Donc, automatiquement, et j'ai un peu... Moi, mon sentiment, c'est que c'est le deuxième grand sujet derrière la fonction publique territoriale, c'est quel est l'avenir pour le monde privé? Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, le développement économique, c'est pas de rester un comptoir administratif, ce qu'on est depuis longtemps. Le développement économique, c'est le privé. Et donc, je ne parle pas des outils qui manquent, bancaires et autres, et ce sera sûrement d'autres sujets, mais déjà, rien que le fait de mettre cette profondeur, en tout cas ce fossé entre deux mondes, risque de ne pas être en faveur du privé. Pourquoi un jeune irait faire des études pour finalement être dans une entreprise ou être chef d'entreprise ? Quand il voit que finalement, c'est tellement plus attrayant d'être fonctionnaire. Et c'est mon point principal, et je pense que le président, il pense aussi, c'est notre prochaine inquiétude. Comment équilibrer derrière avec le monde du secteur privé. Et je pense que ce sera aussi à l'État et au territoire à poser les jalons de cette fonction publique territoriale, de cette fiscalité. Et justement, c'est l'objet de notre dernier thème. Quel rôle l'État doit-il jouer et quelle est la place du territoire dans cette fiscalité et aussi dans cette fonction publique territoriale? Alors, pour le dernier thème de notre émission, messieurs, c'est la place du territoire et le rôle joué par l'État. On a commencé déjà à en parler juste avant. Aujourd'hui, l'État, vous êtes pour que l'État accompagne, mais le territoire, qu'est-ce
quel rôle réellement le territoire, quelle est la place du territoire aujourd'hui dans cette fiscalité? Peter Lohanissi tout à l'heure nous parlait de cette structure qui risque d'être chère. Est-ce qu'aujourd'hui le territoire est prêt à assumer assumer financièrement le service de la fiscalité? Merci Lagny par rapport à ça. Moi je pense que suite aux études menées par l'AFD et aux solutions proposées par cette étude-là, je pense que à partir de là, on pourra parler de mettre en place la fiscalité sur le territoire. Et je suis d'accord aussi avec David je pense qu'avec cette fiscalité-là, on va peut-être changer notre modèle économique, parce que aujourd'hui on a un modèle économique qui est différent des autres collectivités, qui est notre modèle économique aujourd'hui, c'est l'État, c'est le territoire qui fait fonctionner notre modèle économique. Mais partout ailleurs, c'est le privé qui, normalement, c'est le privé qui est le moteur économique des autres collectivités. Donc je pense qu'en travaillant bien la fiscalité, je pense qu'il y aura un impact par rapport à notre modèle économique. Et donc le rôle du territoire par rapport à ça, c'est de travailler la fiscalité sur le territoire pour justement, parce qu'aujourd'hui on n'a pas que la FPT, il y a le pacte social aussi. Donc tout ça peut, je pense, pouvoir financer ces deux dossiers-là, le pacte social et la FPT en même temps, pour pouvoir jouer sur l'économie du territoire. Avant de vous laisser développer, messieurs, je voudrais vous proposer l'interview du leader syndical CFDT, Peter Lolier. Nous lui avons d'abord demandé son avis sur l'estimation faite par la SRH de la préfecture sur le coût financier et ensuite sur la prise en charge financière de cette mesure. Il faut parler de grille indiciaire pour savoir telle personne a tel métier, il a telle ancienneté et il se retrouve à tel échelon. C'est ce travail-là qu'il faut. Chose qui n'a pas été faite. C'est une estimation comme ça, sans globale, sans faire de travail précis. Nous demandons la précision pour que tout le monde sache le niveau où il doit être, où il est et l'évolution de sa carrière. Si on n'a pas utilisé les grilles, l'estimation elle est en dessous, tout simplement. Les grilles, c'est ça qui va donner la réalité des choses. Et j'ai demandé à ce qu'on travaille les grilles et les cas de tous les agents, cas par cas, pour savoir le coût exactement. Chose que je pourrais vous dire à l'instant, c'est qu'avec monsieur le préfet, il nous a parlé, peut-être avec les échanges qu'il a eus avec le ministère, que l'État prendrait les 10 premières années le coût, et après, c'est à nous de trouver des solutions pour qu'enfin, après 10 ans, le territoire va prendre en charge le coût global, total. Alors, monsieur Verger, pensez-vous vraiment que l'État se suffira d'une promesse de territoire qui s'engagerait à faire une fiscalité pour que cet accompagnement se fasse? Écoutez, on a des promesses, on en a eu quelques-unes, même jusqu'à l'hémicycle d'un président de la République. Et tout n'a pas été, en tout cas l'interprétation de la promesse
n'a pas été exactement ce qui a été tracé après sur le papier. J'espère effectivement, si monsieur le préfet dit, et en tant que représentant de l'État, il a sa responsabilité, il dit que l'État s'engagerait sur 10 ans à prendre la totalité de la fonction publique territoriale, ça peut être que d'une bonne nouvelle. Qu'une bonne nouvelle à partir du moment, comme l'a dit, et ça je rejoins parfaitement monsieur Lié, qui est complètement pragmatique, qui dit non seulement il faut rentrer dans une grille indiciaire, mais aussi il faut voir l'évolution derrière. Parce que c'est 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards aujourd'hui, dans 20 ans. À combien c'est? Puisqu'il va y avoir, bien évidemment, ceux qui vont sortir, ceux qui vont rentrer, et tout ça, ça se gère. Et bien évidemment, il y aura un moment, un pic, je dirais, de dépenses publiques sur la fonction publique territoriale, parce que de toute façon, il y aura un croisement à un moment ou à un autre entre ceux qui rentrent et qui évolueront dans la fonction publique territoriale, et puis aujourd'hui, tout le lot de gens qui rentrent déjà avec un certain avantage de l'arrêté 76, qui va peser lourd. Donc, je pense que la fonction publique territoriale, à terme, se lissera. Mais sur combien de temps? C'est ça que nous demandons à l'AFD. Je voulais juste revenir, Lingui, et c'est important ce qu'a dit, je pense, le président, sur, effectivement, il y avait un deuxième volet que nous avions demandé dans le cadre de ce cadre fiscal, c'était effectivement le pacte social, puisqu'il y a nos anciens à l'intérieur de ça. Et donc, vous imaginez qu'il faudra, bien évidemment, c'est une nouvelle distorsion qu'il va y avoir entre, aujourd'hui, la misère qui est versée à ces anciens, et puis aujourd'hui, cette fonction publique territoriale qui sera heureuse, bien évidemment, pour ceux qui en sont bénéficiaires. Et ce n'est pas une critique, mais ce sera la réalité des choses. Puis, je pense qu'il y a aussi un deuxième sujet qui est plutôt sociétal qu'il faudra parler. Parce que nous avons aussi la coutume. C'est un système fiscal social. Aujourd'hui, tout le monde, enfin en tout cas... je suis peut-être le plus mal placé, parce que comme souvent on me rappelle que je suis blanc, mais enfin je fais la coutume. Le système communautaire fait que ceux qui ont des... Je pense, le président CO, il doit en savoir comme moi tous les jours, il fait de la coutume, il fait de l'aide. Et donc bien évidemment, ces revenus partent aussi aider les plus défavorisés ou ceux qui ont des soucis. Donc il ne faudra pas oublier que cette fiscalité risque d'avoir des impacts sociaux sur un système ancestral que je pense que tout le monde a envie de préserver. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer, alors c'est pour ça qu'il faut intégrer c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi à, comme vous dites, Lingui, à l'étude de l'Agence française de développement, parce que c'est l'Agence française de développement, c'est pas l'Agence de Wallis et Futuna de développement. Donc il faudra bien être vigilant que cet aspect-là coutumier, qui est d'ailleurs assez difficile aussi à mesurer. C'est tout le problème de ce territoire, c'est qu'on n'a pas de mesure de tout ça. Pour dire quelle est finalement la contribution directe, là, cette fois-ci, de l'impôt coutumier par rapport à l'aide qu'on peut avoir familiale ou de l'entourage. Et il est important quand même, il ne faut pas l'écarter de la main. Donc voilà, je veux dire, c'est tout un équilibre qu'il faudra trouver entre une fiscalité, des aspirations qui sont tout à fait honorables de futurs agents, en tout cas des fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires territoriaux qui vont rentrer dans sa FPT. Il faut les soutenir dans cette démarche. Et en même temps, le secteur privé et le développement économique, vous avez dit, tout ça, on est dans une toute petite île, et il va falloir sérieusement faire très attention sur toutes les manettes qu'on va toucher, parce qu'on pourrait rapidement dérégler la machine et surtout la faire exploser. Donc voilà, c'est la prudence. Peut-être que les 10 ans... sont nécessaires, peut-être que l'État nous en donnera moins. En tout cas, c'est une vraie réflexion de fond et il va falloir la faire assez rapidement quand même, parce que plus vite on se mettra au travail, encore une fois. Le sujet, c'est pas de se dire qu'on va faire une fonction publique territoriale, c'est de mettre les moyens politiques et humains pour pouvoir véritablement en sortir le meilleur pour tous. Merci, ce soit égaux. Je tiens juste, pardon, vous êtes passionnant, mais nous sommes très pris par le temps. Alors la dernière question, ce sera pour Monsieur CO. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais finalement, est-ce que ce n'était pas dangereux de s'attaquer à la FPT à 7 mois des élections, ou alors au contraire, vous vouliez l'accompagner, déjà l'aborder dès maintenant? Merci Lani. Par rapport à ce sujet, moi je suis rentré dans le syndicat depuis 2000, dans les années 2000, alors que la délibération a été signée en 1999 par le roi actuel. Et donc j'ai commencé à travailler ce dossier-là. Et par hasard, je reviens à l'Assemblée et je retrouve ce dossier-là. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis le président de la Commission des affaires sociales.
Pour moi, c'est une chance que je retrouve ce dossier-là. Et le but aujourd'hui, même si c'est avant les élections de 2022, mais c'est pas ça qui va me... Je suis bien content d'avoir ce dossier-là et puis essayer de le faire aboutir. Et merci beaucoup. Et ceci, messieurs, sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ce premier numéro de l'année de l'émission C'est politique. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci aussi à nos contributeurs. Madame, monsieur, merci de votre attention. Je tiens juste à préciser que cette émission a été enregistrée mercredi 1er septembre avant l'ouverture de la session extraordinaire, lors de laquelle la fonction publique territoriale sera à l'ordre du jour. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée sur Wallis et Futuna, la première. Bonsoir.